Une voix n'est pas faite pour être parfaite, elle est faite pour être vraie. Comment transformer une étiquette en force? Imagine découvrir à 50 ans que tu es TDAH et réaliser que malgré les obstacles, il suffit d'un regard positif pour changer le cours d'une vie. Bienvenue dans Les Voix authentiques, le podcast qui réveille ta voix intérieure, celle qui vibre, celle qui ose, celle qui inspire. Je suis Emmanuelle Thomas et j'accompagne les entrepreneurs du cœur à révéler leur message et créer une présence digitale. Aujourd'hui, je reçois Muriel Lancien, une femme au parcours riche, passionnée par le cerveau, les neurosciences et la puissance des relations humaines. Petite fille vive, rebelle et en colère contre les normes, Muriel a très tôt révélé sa force de leader. Partie jeune en claquant la porte familiale, elle a trouvé sa voie à travers les rencontres, la transmission et l'accompagnement. De conseillère financière à infirmière, cadre de santé, psychologue, coach, formatrice et conférencière, son fil rouge reste le même, la rencontre et l'aide à l'autre. Peu importe l'enfance que tu as eue, il y a toujours le moyen de s'en sortir, notamment à travers les rencontres que te propose la vie. Tu vas entendre comment elle a choisi d'incarner aujourd'hui le rôle de Mamie Paulette, celle qui croit en toi, même quand tu n'y crois pas encore. Reste jusqu'au bout, tu verras ça, ça va te toucher et ça va t'inspirer. Allez, Muriel, on allume les voix. Bonjour Bien- Emmanuel. Bienvenue parmi nous. Comment vas-tu? Eh ben, super. Très bien. Super. Je suis ravie d'être là. Eh ben, je suis ravie Euh, de t'accueillir. Je suis ravie de t'accueillir. J'ai reçu il y a quelques mois un message de toi me disant que tu serais ravie de participer aux Voix authentiques. Et tu venais à ce moment-là de la part de Frédéric Dabrowski, qu'on salue. c'est ça. Dis-moi ce qui t'a donné envie de venir parler à ce micro. C'est la transmission. Mm. La transmettre que jamais rien n'est définitif et que peu importe ce qui peut nous arriver dans notre enfance ou à l'adolescence ou même à l'âge adulte, il y a toujours un chemin, une personne qui va vous tendre la main, qui va vous regarder différemment et que ça peut changer le cours d'une vie. Ouais, Il c'est faut les être rencontres. ouvert là, pour Ouais, ça. c'est ça. C'est les rencontres hein, qui font les opportunités C'est en ça. général. Alors, raconte-nous ton parcours. Donc, petite fille, tu m'as dit que tu étais une rebelle, que tu étais en rébellion contre le cadre, contre les normes. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui se passait en toi à ce moment-là? Alors en fait, je suis issue d'une famille où la scolarité était très importante, les études, les mathématiques, tout ce qui était voilà le cartésien. Mon père est devenu ingénieur, dessin industriel, donc quelque chose de très technique, normé, je vais pas dire rigide, mais enfin quand même très. Et puis c'était le seul qui avait réussi dans sa famille, mais parce qu'il n'avait pas le choix Mhm. est né après un enfant mort-né. Et donc, il avait une grosse pression familiale. Grosse responsabilité. Et puis, à l'époque, la bourse était donnée qu'aux meilleurs élèves. Donc, D'accord, là, avec cette pression, il a été le meilleur, il a eu une bourse. Et c'est le seul qui a pu faire des études et ça a été la fierté de sa famille. d'accord. Et puis une maman avec qui, elle, on était, c'est aussi se marier avec quelqu'un qui va permettre l'ascenseur social, qui a fait des études de secrétaire médicale, d'infirmière, voilà. Mais en tout cas, il y avait une grosse place à la scolarité. Mais en même temps, ils avaient envie d'ouverture, donc j'ai pu faire du piano, de l'équitation, Mhm. vraiment une éducation assez, enfin, sans privation, en tout cas très ouverte, mais le côté scolaire, en tout cas, prenait une grande place. Et le Et côté scolaire, c'était ce qui pêchait pour toi,
cette structure qui était vraiment trop rigide et dans laquelle tu te reconnaissais pas. En tout cas, tu n'arrivais pas à évoluer, c'est ça? Oui, exactement. Très jeune, je me suis donc sentie pas bien du tout, en conflit avec ce qui était imposé par l'école, mais surtout en conflit avec mes parents qui avaient Ouais, des exigences, qui avaient mis beaucoup d'espoir sur moi. J'étais l'aînée et donc je les décevais et plus on me mettait de pression, et ben, on le sait bien, hein, c'est contre-productif. c'est ça. Plus j'étais en rébellion et du coup, plus je décrochais aussi scolairement, puisque Mm. j'occupais mes journées à dessiner. Plus on me privait, par exemple, d'équitation, bah, plus je dessinais des chevaux au fond de la classe, où je discutais avec un ami qui avait un cheval. Donc, en fait, la pression éducative n'a pas fonctionné sur moi. Ouais. Et Contrairement à ton père, finalement. oui, exactement. Ouais. Exactement. Comme quoi, il a voulu reproduire ce qu'on a fait avec lui, mais ça n'a pas marché. C'est ça. Et non seulement ça n'a pas fonctionné, mais ça a été mon fer de lance. C'est-à-dire que je disais, ben moi, je ne marche pas à la carotte. Et puis, donc c'était vraiment le côté rébellion, mais derrière ça, il y a énormément de souffrance. Ouais, bah c'est Parce sûr. qu'il y a une grande solitude. Ouais, il y a une non-reconnaissance de qui tu es aussi. Voilà, exactement. Mm. Une non-reconnaissance de qui je suis, un sentiment d'être mal aimé parce Mm. que je rentre pas dans les attendus des parents. Et ma petite sœur, d'ailleurs, quand elle a vu ce qui se passait pour moi, n'a pas fait de vagues et elle a réussi très brillamment ses Elle est études. rentrée dans le moule. Elle est rentrée dans le moule. D'accord. Et donc toi, tu t'es construite là-dessus, en fait, sur le fait de ne pas vouloir rentrer dans le moule et de rester envers et contre tout, Muriel, telle que tu étais. C'est ça. Mais c'est pas simple. Ah bah tu m'étonnes, c'est pas simple. Et rien que pour ça, je te dis bravo parce que moi, j'étais plutôt comme ta petite sœur, hein. Moi, je suis rentrée dans le moule et j'ai rien dit. Et c'est aujourd'hui que c'est aujourd'hui que j'ouvre ma bouche. Mais ouais, bravo parce que ça demande une force de caractère hors norme de pouvoir le faire à cet âge-là. Mais du coup, tu vois, c'est exactement ce que je disais, que tu es la preuve qu'on peut changer à tout moment de vie Certes, euh, merci la crise de et la pouvoir quarantaine. faire, faire ce que l'on a envie Mm. si on rencontre les bonnes personnes, qu'à un moment donné, Exactement. on ose euh, aller à l'encontre de ce que les autres ont décidé pour nous. Exactement, exactement. Et ce que j'admire, c'est que toi, tu as réussi à le faire quand tu étais enfant. Comment tu l'expliques ça, que tu as réussi à le faire si tôt? Euh, alors, je ne sais pas si, oui, j'ai réussi à le faire. Je suis quand même rentrée, voilà, au départ, dans le domaine. Mm. J'ai passé donc un bac en candidat libre, Mhm. mais c'était pour fuir, hein. C'était pour fuir le domicile de mes parents. J'ai d'abord voulu fuir chez ma grand-mère, du coup, mamie Paulette, Mamie Paulette, la fameuse. qui était celle qui croyait en moi, celle qui m'écoutait, je l'ai su plus tard parce que elle aussi avait été frustrée et un peu contrainte dans sa vie et je crois que quelque part elle appréciait ma force de caractère et ma liberté. Mm. Et donc elle m'a soutenue. Ouais. Et donc, c'est elle qui t'a permis de prendre le large, en fait, tel Alors que tu étais. c'est elle qui m'a permis, elle croyait en moi. Ouais. Et donc, elle m'écoutait. Elle était là. C'était mon étoile, en fait. Mm. Et j'étais seule, mais pas tout à fait seule, puisque il y avait une personne qui croyait en moi hein, pour mes examens. Et quand, au bout du deuxième redoublement en première, sur un coup de tête, mais aussi parce que je m'étais renseignée
qu'il y avait une possibilité de passer le bac en candidat libre, parce qu'à Ouais. l'époque, c'était quand même, il y a plus de 25 ans, c'était quand même rarissime. Mhm. C'était que des personnes qui avaient été 6 mois hospitalisées. Enfin, Ouais, c'est ça. et puis pour le coup, on n'avait pas de dossier qui nous suivait en terminale si on allait au rattrapage. Enfin, Mhm. et pour le coup, je me suis dit, ben, je vais le tenter. Je vais passer mon bac en candidat libre. Dis donc. Et quand je vois ta tête, Alternative. c'était exactement la même tête que mon père. La mienne? C'est ça. Ah oui, mais il n'y a pas la même chose derrière, hein. Oui. Mais c'était, qu'est-ce que c'est que cette lubie? Parce que vraiment, à l'époque, voilà, c'était réservé qu'à certaines personnes qui avaient des motifs tout à fait importants. Et que mon père a dit à toute la famille, vous savez pas, la nouvelle lubie de Muriel, passez le en candidat libre. La nouvelle lubie. Et oui. Ouais. Et donc, tu t'es construite avec ça, avec le fait que tes envies et ce qui te faisait vibrer étaient des lubies. Je savais qu'au fond de moi, j'avais une certaine valeur. Et Hmm, j'avais envie de démontrer que j'étais capable. hmm. Enfin, voilà, je savais, il y avait quand même aussi certains enseignants qui m'avaient montré que j'avais des capacités. Donc, heureusement que j'ai eu ces personnes, que j'ai rencontré ces personnes. Et je savais que j'avais les capacités d'aller en première, d'avoir mon bac, en fait. C'était insupportable, en effet, de ne pas être reconnue à Ouais, cette juste valeur ouais. par les gens qu'on aime, par les personnes qui nous sont les plus proches. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Les personnes qui sont censées nous soutenir à ce moment-là, en tout Mm. cas. Donc, tu étais consciente de la flamme intérieure, C'est tu étais ça. consciente et tu l'écoutais. Oui, c'était ma survie. Mhm, bien sûr. C'était une C'était ma- question de survie. C'était une question de survie C'est vital. psychique. Ouais. Ouais, je comprends. Et du coup, tu t'es construite comme ça. Et à 50 ans, tu as découvert que tu étais TDAH. Oui, Est-ce que ça a expliqué tout ce parcours et notamment ce que tu as vécu quand tu étais enfant et ado? un petit peu. Oui, un petit peu parce que Euh, le TDAH, il peut avoir des difficultés à s'exprimer, des difficultés de Ouais. communication avec son entourage. Mhm. Il est très sensible à fleur de peau et du coup, il peut se mettre assez facilement en colère. Il a des troubles de l'attention, donc des difficultés de mémoire, de concentration en cours. Il peut être très vite distractible, donc être dans la lune. Voilà, ces enfants qui sont dans la lune, mais qui sont plutôt rêveurs, créatifs et qui ont besoin d'une grosse dose d'activité. Donc, enfant, je faisais beaucoup de sport. Ouais, d'accord. De bouger leur corps. Voilà. Donc, ça a expliqué quand même certaines choses, enfants, mais aussi adultes, une nécessité de travailler de manière assez importante, d'être reconnu, on est toujours en train de rechercher une reconnaissance. Mm. Euh, Et la reconnaissance, elle vient de soi d'abord. alors, elle vient de soi, Mm. et puis elle vient des parents aussi, des gens qui vont... l'estime de soi, elle s'acquiert aussi ben, quand on a des parents qui vont avoir une attention particulière et du coup, c'est pour ça aussi que l'enfant TDAH, quand il est petit, s'agite. C'est parce qu'il va rechercher l'attention particulière d'un parent qui va être absent pour différentes raisons. Ça peut être une maman dépressive et qui du coup ne sera pas pleinement attentive aux besoins de son enfant. Ça peut être un papa qui travaille beaucoup et qui n'est pas du tout dans le côté émotionnel.
Et c'est quand même des schémas que l'on connaît bien, Mhm. quels que soient les pays. Ouais. On peut être absent psychiquement, émotionnellement pour différentes raisons et ça va avoir un impact sur des besoins de l'enfant qui ne seront pas reconnus et Mhm. entendus à leur juste valeur. Mhm. Mhm. Merci de revenir là-dessus et merci de revenir sur l'impact du silence et de l'absence. C'est-à-dire que même si le parent n'est pas est présent, il peut être absent émotionnellement et c'est quelque chose de comment dire qui peut être transparent et qu'on peut ne pas voir, mais qui est très présent et qui peut avoir des impacts néfastes quoi dans l'évolution de l'enfant. Mhm. Et Et quand on dit ça, c'est vraiment pas l'idée, c'est pas de faire le procès des parents. non, bien sûr, Hein, tout ce à que je fait. dis souvent, parce que on est aussi parents hein, par la suite et on Mmh. fait aussi des erreurs. Mais c'est d'essayer de comprendre au plus juste ce que l'enfant vit. Ouais, Euh, totalement. c'est ce que je dis avec mes patients. C'est de comprendre dans quelle ambiance ils ont vécu, dans quelle atmosphère ils ont vécu et quel impact ça a eu sur eux, Mmh. quel effet ça a eu sur eux à un moment précis du primaire, du collège ou de l'adolescence, enfin, d'essayer de comprendre tous ces éléments. Ouais. Ouais, et c'est important. Moi qui suis maman de deux ados, euh, maintenant que je sais ce que peut faire, parce que j'en ai parlé, parce que j'ai échangé plusieurs fois sur cette question-là, maintenant que je sais ce que peut faire l'absence émotionnelle, quand je sens que je suis absente émotionnellement, et ça m'arrive, et ça m'est arrivé il y a 3 4 ans quand j'étais pas bien, Mhm. je, quand je m'en rends compte, je leur en parle et je leur explique ce qui se passe en moi. Et je leur explique aussi que c'est pas leur faute et qu'ils peuvent me dire, quand ils ont l'impression que je les écoute pas, qu'ils peuvent me dire, eh oh, je suis là, regarde-moi. C'est ça. Et ouais, Et puis, en tout cas, déjà, c'est important d'en prendre conscience et de le reconnaître. ouais, Le c'est mettre sûr. dessus. Tout à fait, tout à fait. Et toi, du coup, le TDAH, qu'est-ce que ça a changé de le savoir? Alors, ça a permis de mettre en place des actions, de trouver des méthodes thérapeutiques Mhm, aussi, parce que le TDAH, à un moment donné, entre 40 et 50 ans, il va saturer mhm. psychiquement. Et donc, on est plus sensible au burn-out que d'autres personnes. Et c'est mon médecin mon traitant qui elle-même aussi connaît bien, puisqu'elle est Et oui, aussi TDAH, qui m'a dit, mais je connais votre fille et peut-être que vous aussi, là, quand je vous observe, ça fait 2 fois que vous venez pas à la bonne heure au rendez-vous que peut-être aussi que vous l'êtes et que pour le coup, je me suis intéressée au neurofeedback et notamment au neurofeedback Signet, qui est une méthode d'entraînement cérébral, d'autorégulation, qui va permettre de réguler les émotions et aussi pour le coup, permettre une meilleure concentration, un meilleur sommeil, une meilleure interaction avec l'entourage. Et voilà, en fait. d'accord. Et c'est une technique qui est utilisée uniquement pour le TDAH ou pour Alors, d'autres? au départ, ça a été découvert par Siegfried et Sue Ottmer, qui sont un couple qui avait migré aux États-Unis, hollandais, il me semble. Et pour leur enfant qui était autiste et qui avait des gros troubles du comportement et voilà, des colères. Et puis ensuite, du coup, ils ont découvert cela, ils ont mis en place un matériel avec des ingénieurs et puis en fait, de stimulation.
C'est Mhm. à l'observation aussi des crises d'épilepsie, enfin, toute cette activité électrique qui ont fait que petit à petit se sont intéressés à l'activité électrique du cerveau Mhm. avec les effets et le comportement en lien avec le comportement. Les recherches ensuite se sont développées. Il y a eu du coup par rapport au TDAH, mais aussi par rapport à la dépression, par rapport à l'anxiété, par rapport aux addictions, par rapport aux troubles de la mémoire, mais aussi du coup du côté Alzheimer, Mhm. euh, tout ce qui est AVC, accident vasculaire cérébral. Et le fait simplement d'agir sur la courbe de stress, des effets du stress que l'on perçoit à travers l'électroencéphalogramme Ouais. va permettre du coup cette forme d'autorégulation grâce à la plasticité cérébrale permet au cerveau de s'apaiser et a des conséquences du coup au niveau comportemental et sur le bien-être en général. D'accord. Et en quoi ça consiste concrètement? Comment ça se passe, une séance de neurofeedback? Alors, une séance de neurofeedback, on va, après un questionnaire d'une centaine de questions, euh, va interroger les différents symptômes. Est-ce que vous avez du mal à dormir? Est-ce que c'est plutôt des difficultés d'endormissement? Est-ce que vous vous réveillez souvent dans la nuit? Est-ce que Mhm. quand vous vous réveillez, vous mettez du temps à vous endormir? Donc sur le sommeil, sur les habitudes de vie, sur de la douleur, sur des addictions. Voilà, en fait, il y a tout un questionnaire plus d'une centaine de questions. Et Ok. du coup, il va y avoir des symptômes qui vont apparaître, comme une addiction. Voilà. Quand je suis angoissée, je prends une cigarette. On a une liste de symptômes. Et en fonction de ces symptômes, du coup, ça va correspondre à des aires cérébrales. Hmm. Ok. Et en fonction de chaque aire cérébrale, tu peux me servir. Voilà. Nous Ah ben avons voilà, super. différents. Alors vous le verrez à l'écran, mais vous le verrez pas si vous êtes au niveau, si vous écoutez le podcast. Mais en tout cas, Muriel est en train de nous montrer un, comment dire, qu'est-ce que Un crâne, là. Enfin, voilà, c'est ça. Et donc tu nous montres les différentes zones les voilà, différentes zones du cerveau, c'est ça? c'est ça. Et donc, en fonction de chaque zone, il y a des points où on va placer des électrodes de Hmm. neurofeedback. Et le couple Hotmer a ensuite testé et défini des protocoles de base pour apaiser le cerveau. Puis, il y a une deuxième phase où on a un protocole comme une hypnose profonde, en fait, de la méditation pleine conscience, qui va aider à lâcher prise et qui va traverser sur le lobe frontal, plutôt. Ouais, Et enfin, il y a une troisième partie qui va travailler sur les ondes alpha-theta, qui permet encore aussi, grâce à une hypnose très profonde, de travailler sur l'arrière, le tronc cérébral. Donc, on peut mettre les électrodes derrière, à la fois sur le tronc cérébral, de façon, parce que c'est là qu'est créé l'influx nerveux, qui est la base, en fait. Donc, d'accord. c'est vrai qu'il peut y avoir des traumatismes extrêmement profonds dans l'enfance, et extrêmement ancrés, que l'on peut, du coup, déloger grâce à un travail de sons binauraux, donc Mhm. alternatifs, Ok, comme des méthodes de MDR, des mouvements alternatifs, pour pouvoir réparer, enfin, digérer certains traumatismes anciens qui sont emprisonnés dans des réseaux de mémoire. hmm, d'accord. Ok. Et le neurofeedback est donc un outil que tu utilises au quotidien avec tes patients, c'est ça? Tout à fait.
Et Et le c'est... neurofeedback, Ouais, excuse-moi, vas-y, permet vas-y. aussi, par exemple, de réguler un déséquilibre entre les deux aires cérébrales. On Ok, peut aussi, pour le coup, équilibrer deux aires cérébrales sur une même fréquence. ok. Et ça équilibre à long terme, c'est-à-dire qu'après le rendez-vous, ça continue et ça continue longtemps, les bienfaits, ou est-ce qu'il faut plusieurs rendez-vous à la suite? En fait, c'est un entraînement cérébral. Ah, Donc, ce qui veut dire, c'est comme une séance de sport. C'est un entraînement cérébral. La séance dure à peu près 30 minutes, on dit 33 minutes au maximum. Que faire durer cette séance plus longtemps n'a pas d'intérêt. En revanche, il faut qu'il y ait une certaine régularité. Une fois par semaine, c'est bien. Parfois deux, c'est encore mieux. Sur une vingtaine de séances. d'accord, Et puis, d'accord. après, la personne va ressentir les effets et elle va se connaître. Elle va dire, tiens, j'ai besoin de plus travailler ma concentration. Ou là, j'ai à nouveau des troubles du sommeil qui reviennent parce que j'ai eu un événement douloureux, j'ai eu un deuil dans ma famille. Donc après, les personnes connaissent et elles viennent faire une séance de temps en temps, tous les 3 mois, ou même des fois pas du tout pendant un an. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est l'entraînement. Si, comme une séance de sport, si on y va une fois par semaine, une fois par mois, on n'a pas les mêmes résultats. D'accord, ok. Donc, le neurofeedback est un outil dans ta pratique professionnelle. C'est aussi un pratique. Non, c'est aussi un outil auquel tu formes, c'est ça? Oui, alors j'ai pas encore, je vais former. Ah ah! C'est le grand projet 2025-2026 Ouais. de formation, puisque ça m'a été demandé par un médecin marocain Mhm. qui est ophtalmologue. D'accord. Le neurofeedback, ce système d'autorégulation, comme je disais, on branche les électrodes, on détermine l'électroencéphalogramme, Mhm. ça envoie un appareil qui va être un amplificateur